Bonjour et rebonjour d'ailleurs pour tous ceux qui sont là depuis le début de l'après-midi pour une nouvelle table ronde. Alors je vais juste vous signaler que pour ceux qui n'ont pas pu prendre la première discussion avec Cynthia Fleury, la vidéo en replay sera accessible à partir de 20h ce soir. Donc vous pouvez vous rattraper en quelque sorte. Donc voilà, maintenant j'ai 3 invités sur 3 domaines différents. On est toujours sur la thématique de l'engagement, le domaine de la pauvreté, le domaine de l'environnement et le domaine technologie, Internet. Alors, c'est quoi le rapport entre ces 3 domaines? Je pense que les gens qui ont organisé ces débats, ils n'ont pas fait ça par hasard. Ces 3 domaines où on se sent complètement paumé. On a le sentiment que quoi qu'on fasse, c'est une petite goutte d'eau dans la mer et que ça ne sert à rien finalement. Donc peut-être qu'il vaut mieux pas s'en occuper parce que ça nous dépasse. Alors on va voir que c'est pas forcément ça qu'il faut se dire. Donc mes 3 invités, je les présente. Donc Véronique Fayet, vous êtes présidente du Secours catholique. Éric Salobir, président du think tank Optique. Bonjour. Et vous venez d'écrire un livre Dieu et la Silicon Valley. Et puis tout un programme. Et puis Dominique Lang, donc assomptionniste. Donc nous avons un dominicain, pardon, je ne l'ai pas dit, et un assomptionniste. Assomptionniste et journaliste au Pèlerin. Et vous avez un blog très intéressant que je vous conseille d'aller voir, Église et écologie. Alors on va commencer d'abord par entendre nos 3 invités jusqu'à 18h à peu près. Et puis ensuite on prendra vos questions. On a des gens qui sont là pour trier, prendre vos questions et ensuite nous les adresser. Alors peut-être d'abord Véronique Fayet, donc présidente du Secours catholique. Alors j'ai dit que voilà, la pauvreté, c'était un de ces domaines où on se dit il n'y a rien à faire. Et je crois que vous m'avez dit, mais justement, moi j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur l'engagement par rapport à ça. Alors allez-y. Oui, alors bonjour. Et effectivement, oui, la pauvreté fait peur. Soit les chiffres nous glacent, soit ils nous laissent indifférents par leur démesure. En fait, si je vous dis par exemple qu'il y a 2 milliards et 800 000 personnes dans le monde qui vivent avec moins de $2 par jour, c'est presque la moitié de la population mondiale. Bon ben voilà, vous êtes effarés. Si on dit qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, on se dit bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et de même en France. Il y a des chiffres qui circulent depuis quelques semaines qui disent qu'on n'est pas loin des 10 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, sous le seuil de pauvreté, dont 3 millions d'enfants. Seuil de pauvreté, c'est-à-dire? Le seuil de pauvreté, alors entendu par l'INSEE, défini par l'INSEE, et qui permet d'arriver à ce chiffre de 10 millions, c'est 60% du revenu médian. Voilà, donc c'est 1 000 € par unité de consommation, pour être très précis. Voilà, donc c'est une pauvreté relative en France, mais c'est quand même une vraie pauvreté. Donc en fait, c'est le visage des pauvres qui fait peur. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire bonjour. On peut dire bonjour. Je me souviens d'un SDF qui nous disait, enfin un homme qui était très souvent dans la rue, et qui nous disait, mais je vois des centaines de visages, mais jamais un regard. Voilà, donc un petit geste quotidien, ça peut être juste de s'arrêter, regarder les yeux dans les yeux, dire bonjour, demander le prénom, nommer. C'est plus un SDF, c'est Bruno, c'est Thierry. Avoir un petit bout de conversation, déjà, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, il y a des centaines d'occasions, si on regarde bien, de s'engager à côté de chez soi dans des associations. Il y a des repas partagés, il y a des jardins partagés, il y a des associations formidables comme JRS Welcome qui abrite, qui héberge des migrants chez soi. Donc il y a des millions, des milliers peut-être, soyons modestes, des milliers de propositions qui existent. Donc, mais il faut un petit peu peut-être se prendre par la main. Il faut vouloir cette culture de la rencontre dont le pape parle à temps et à contre-temps. Il faut les rencontrer en fait. Voilà, la première des choses, c'est ce qu'on expérimente au Secours catholique, c'est la rencontre d'une personne. Ce n'est pas les migrants, les pauvres, ceux-ci ou ceux-là, ce ne sont pas des entités abstraites, ce sont encore moins des chiffres, mais ce sont des personnes, et c'est ça qui provoque le déclic. Et même Jean Rodin, Monseigneur Rodin, donc, qui est le fondateur du Secours catholique, à un moment de sa vie, il s'est aperçu qu'il devenait un petit peu trop administratif, qu'il était pris dans la logistique, dans des affaires importantes, etc. Et donc, il s'est obligé, chaque semaine, à rencontrer une personne pauvre, une personne âgée, un malade à l'hôpital, à visiter un prisonnier, voilà. Et il dit après quelque chose d'extraordinaire et que j'aime beaucoup, il dit « Ces personnes m'apprennent le courage ». Donc déjà, c'est un premier point de se dire que ces gens qui sont dans les grandes précarités, il faut d'abord voir leur courage. Et puis, il dit « Ils ouvrent des brèches dans mes mesquines murailles ». Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette phrase parce qu'on s'entoure tous de murs.
les murs de la peur qui nous protègent des pauvres, de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous fait peur. Eh bien, il faut ouvrir des brèches. Et la rencontre d'une personne qui est en difficulté, d'une personne qui est migrante, d'un prisonnier, ouvre des brèches, et donc par les brèches, le soleil, et donc l'amour peut rentrer. Donc vraiment, je crois qu'il faut qu'on ose cette rencontre. D'abord, c'est le premier pas, oser cette rencontre, oser la tendresse même. Le pape, dans Fratelli Tutti, a un très beau passage sur la tendresse. Il dit « Les plus petits doivent susciter notre tendresse. Ils ont le droit de prendre possession de notre cœur, de notre âme. Ils sont nos frères. » Voilà. Et cette tendresse, c'est le déclic, parce que justement, à partir du moment où on se sent frère de quelqu'un dont on connaît le nom, dont on connaît un petit bout de vie, eh bien, ça pousse à agir. Puisque pour ses frères, on veut la justice, forcément. On n'accepte pas que son frère soit dehors à la rue, qu'il soit humilié, qu'il soit brutalisé. On a vu des images encore terrifiantes cette semaine de l'évacuation d'un camp à Saint-Denis, mais à Calais, c'est tous les jours. Donc des hommes, des femmes qui sont brutalisés, des enfants parfois qui sont gazés. Voilà, donc une violence qui est un peu paroxystique autour des migrants, malheureusement, mais qui est aussi une violence ordinaire. On a fait une enquête sur les budgets des ménages donc rencontrés par le Secours catholique. Et donc on voit que les gens sont face à des choix impossibles, parce qu'il leur reste pour vivre si peu qu'une fois qu'ils ont fait les dépenses alimentaires, d'hygiène et de vêtements, il ne reste rien. Et par exemple, il ne reste rien pour les enfants. Donc un enfant est coupé de relations parce qu'il ne peut pas aller à l'anniversaire d'un petit copain, parce qu'il ne peut pas acheter le cadeau, il ne peut pas rendre la politesse. Donc voilà, donc ça c'est une violence très très ordinaire, mais quand même très dure à vivre pour un enfant de ne pas avoir de relations sociales normales. Donc voilà, donc la rencontre, elle nous pousse à réagir. La fraternité et l'amitié avec les pauvres, le pape aime beaucoup aussi ce terme d'amitié, ça nous pousse à l'intranquillité et ça nous donne envie d'agir. Voilà. Et donc, voilà, alors il faut agir individuellement, de mille manières. Il y a des gens qui donnent tout simplement aux associations. Quelqu'un qui peut pas sortir de chez lui parce qu'il est très âgé ou handicapé, il va faire un chèque de 10 euros, de 20 euros. Et on avait un très beau slogan au Secours catholique il y a quelques années qu'on aurait dû garder. Donner, c'est déjà agir. Alors donner, s'engager dans une association de quartier, participer à des manifestations citoyennes, s'informer aussi. Essayer de comprendre le monde, pourquoi il y a cette pauvreté. Voilà. Je crois que c'est des déjà choses par son action individuelle, finalement, on s'engage d'une certaine manière. Absolument. Moi, j'avais noté dans les petites actions individuelles les engagements, payer ses impôts. Eh oui, payer ses impôts. Dans un pays où la fraude est un sport national, où on veut optimiser, la frontière est assez ténue parfois entre l'optimisation et la fraude, eh bien, ne pas payer ses impôts ou essayer d'esquiver, ne pas déclarer, le jardinier, le petit entrepreneur qu'on paye au noir, bon, tout ça c'est bien sympathique, bien, c'est un vol pour l'État. Et après, il ne faut pas s'étonner que l'État nous dise « Ah, mais on n'a pas d'argent pour des politiques sociales, il faut être cohérent. » Donc voilà, ça commence par des petits gestes très simples, voilà, des gestes très simples, individuels, à la portée de chacun. Voilà. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, et ce qui donne du courage, c'est de passer à des engagements collectifs, avec des petits gestes aussi, mais qui parfois deviennent politiques. Si j'ai le temps, Vous avez le temps. Non, je n'ai peut-être pas le temps de vous raconter l'histoire de Soumoulou. Si, il y a le temps. À Soumoulou, c'est un petit village qui n'est pas très loin de Lourdes. Il y avait une équipe du Secours catholique qui avait organisé une petite distribution alimentaire assez classique. Jusqu'au jour où la bénévole a eu l'idée de réunir tous les bénéficiaires de cette aide. Des gens qui venaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc certains, justement, étaient vraiment très honteux de ça. Elle les a mis autour de la table et elle leur a dit simplement, au fond, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous vivez cette distribution? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Eh bien, juste de poser cette question, ça a fait basculer ce qui était une aide alimentaire assez ordinaire vers un groupement d'achat, un jardin partagé, dans lequel les personnes les plus humiliées, notamment je me souviens d'un homme qui vivait ça comme une honte et qui est maintenant devenu l'acheteur, si je puis dire, du groupe, qui négocie avec les agriculteurs, etc. Voilà. Et donc c'est juste une attention à l'autre, dit qu'est-ce que tu veux, quel est ton désir,
Et au fond, dans l'Évangile, c'est sans arrêt comme ça. Jésus nous dit, mais chaque fois qu'il rencontre un homme ou une femme, il lui dit, mais que veux-tu ? Quel est ton désir ? Voilà. Donc, aller jusqu'à cette attention à l'autre, au plus petit, au plus fragile, et pour agir ensemble. Et là, donc, on rentre dans une action collective qui est déjà une action politique. Et là aussi, le pape le souligne à plusieurs reprises dans Fratelli Tutti. Je ne le cite pas parce que voilà, ça serait peut-être trop long, mais je vous invite à aller le lire au numéro 180. Voilà. Comment le pape dit un petit geste qui a une action sur le bien commun, petit geste collectif, eh bien c'est déjà un geste politique. Mais ça ne suffit pas. Enfin, est-ce qu'il faut aussi passer à l'action politique ? Parce que oui, alors, le Secours catholique fait beaucoup d'actions politiques, finalement. Bien sûr, il y a cette dimension politique est extrêmement importante, même si la charité pratiquée collectivement qui s'invite dans l'espace public, c'est un geste politique. Alors effectivement, comment est-ce que, si on veut s'engager politiquement, il faut qu'on se pose la question de comment on veut transformer le monde ensemble. Et au fond, qui veut un monde plus juste ? Est-ce qu'on peut... Peut-être que tout le monde ne veut pas un monde plus juste, il faudrait peut-être en discuter. Et comment on peut vaincre nos peurs par rapport aux migrants, nos peurs par rapport aux pauvres, pour agir ensemble ? Et comment donc on va petit à petit transformer l'opinion publique et transformer les hommes et les femmes politiques ? Parce que les hommes et les femmes politiques, ils sont à l'image de l'opinion publique. Et si l'opinion publique a un rejet massif des migrants, des pauvres et de toutes ces catégories de population qui nous dérangent, bien les hommes et femmes politiques seront en général pas forcément beaucoup plus vertueux. Donc cette transformation de l'opinion publique, elle est de notre responsabilité et elle nous questionne, nous. Par exemple, si on prend la question du revenu de base que le pape François a lancé dans le débat. Revenu universel, voilà. Revenu universel de base. Alors effectivement, c'est une magnifique idée dans laquelle le pape dit ça repose sur deux choses. D'une part, mettre les gens en sécurité, et d'autre part, par ce revenu de base, reconnaître les tâches nobles, il les appelle comme ça, que tout un chacun fait pour la société. S'occuper des enfants, s'occuper d'une personne âgée, s'engager dans du bénévolat. Voilà, souvent, c'est pas reconnu, mais c'est une contribution réelle au bien commun. Donc il a deux piliers très forts, le pape. Alors ça rejoint effectivement ce que le Secours catholique essaye de porter en ce moment en France. Un revenu minimum garanti pour les plus fragiles, donc qui soit plus important que le RSA aujourd'hui à 500 €. Non seulement 500 €, ce n'est pas un revenu digne pour vivre, mais en plus, 30% des gens qui devraient le toucher ne le demandent même plus parce que c'est trop compliqué, ils ont été sanctionnés, ils ont perdu les papiers, voilà. Donc ils sont sans aucune ressource. Donc arriver à ce que tout le monde ait un revenu minimum qui mettent en sécurité, qui permettent d'envisager l'avenir, de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas avoir peur d'être expulsé, de ne pas avoir peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Voilà. Et notamment pour les jeunes, parce qu'on voit aujourd'hui avec la crise que les jeunes sont particulièrement menacés, particulièrement malmenés. Et donc, est-ce qu'on est prêt collectivement à faire un investissement d'avenir en disant il faut que les jeunes aient un accompagnement vers l'emploi, la formation, etc., un soutien avec une allocation qui leur permette de manger, de se loger. J'ai encore eu l'autre jour un témoignage d'une dame qui était affolée parce qu'il y avait 4 jeunes de 19 à 22 ans qui dormaient à 4 dans une voiture sur le parking du village. Ils disaient « qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Donc on ne peut pas laisser les jeunes s'abîmer. Mais est-ce qu'on est tous d'accord pour ce revenu de base ? Beaucoup vont vous dire ah ben non, ça va encourager la paresse, donner un revenu, c'est encourager la paresse, etc. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'on ouvre le dialogue entre nous, dans nos communautés chrétiennes, mais aussi essayer de dialoguer avec les personnes les plus pauvres, avec ces jeunes en difficulté qui vivent dans leur voiture. Invitons la JOC, invitons d'autres mouvements d'église pour voir finalement, qu'est-ce qui est acceptable pour nous ? On a tous des réticences, on a le droit d'en avoir, on a des réserves, un revenu universel pour tous les jeunes, est-ce qu'on est vraiment convaincu ? Donc vaincre nos propres peurs, nos propres résistances, confronter, dialoguer. Et là aussi, dialoguer, le pape y consacre un chapitre entier. C'est une manière de s'engager, en fait, de dialoguer. C'est une manière de s'engager et d'essayer d'embarquer la société et de voir par quelle peur la société est traversée, par quelle résistance, et comment, ensemble,
on peut construire un monde en fait, qui soit plus juste, qui soit plus fraternel et qui fasse de la place à tout le monde et qui, par une juste répartition des richesses et notamment par l'impôt, permettre à chacun de vivre en sécurité. Mais on est interrogé là-dessus comme citoyen et on a, je pense, le devoir de s'interroger et de contribuer à ce débat en instaurant des lieux de dialogue pour faire progresser ces idées, pour voir comment on peut avancer sur plus de justice. Et donc, voilà, ces mots de fraternité, d'amitié sociale, de dialogue, de charité politique, de dignité, tout ça, c'est le fil rouge de Fratelli Tutti. Alors, si je vous ai pas si je vous ai pas donné envie vraiment de vous engager, si j'ai manqué ma cible, j'espère que je vous ai donné envie, en fait, de lire Fratelli Tutti, parce que là aussi, c'est un beau texte à partager qui peut nous faire avancer et qui peut nous donner des pistes d'engagement. Pour finalement faire le lien entre un engagement de terrain, une rencontre sur le terrain, et puis un engagement plus politique, on aurait besoin de ces lieux de dialogue dans l'Église pour discuter un peu de qu'est-ce qu'on demande comme citoyen, et voilà, pour faire un peu le passage entre les deux. Il ne faut pas rester seul. Voilà. Les questions sont tellement énormes qu'il ne faut pas rester seul. Il faut avoir des groupes où on réfléchit ensemble, on partage, on relie des actions qu'on a menées ensemble. C'est très important, je pense. Et donc, effectivement, dans l'Église, on sait faire normalement, en paroisse, en communauté, on sait faire. Merci beaucoup Véronique. Alors, il ne faut pas rester seul aussi face à la technique, à la technologie, Eric. C'est vrai que c'est pareil, on a le sentiment là qu'on est complètement englouti. Non seulement englouti, qu'on n'a pas la manière de réagir par rapport à ça, mais qu'en plus, ils nous engloutissent, ils prennent nos données, ils nous manipulent. Voilà. On a quand même un rapport un peu conflictuel aujourd'hui par rapport à toute cette technologie. Alors c'est vrai Isabelle, je pense qu'on a cette dimension un peu l'impression d'être face à Big Brother, quoi. C'est toutes les dystopies. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais c'est pas complètement vrai et c'est pas non plus complètement inéluctable. Moi, c'est ça, je pense qu'il faut surtout comprendre, c'est que finalement, la technologie, elle est aussi ce qu'on en fait. Et c'est pas seulement la technologie qui nous façonne, c'est aussi nous qui façonnons la technologie. Et je pense qu'effectivement, on est dans un contexte où cette technologie, elle transforme notre société comme je pense ça ne s'est jamais produit depuis des siècles. Et c'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution cognitive. Moi, je la rapproche de l'invention de l'écriture ou des caractères d'imprimerie. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement fort. En parallèle, on voit et on l'a vu de façon tragique cette année que cette technologie, aussi coûteuse et sophistiquée soit-elle, elle ne nous a pas protégés contre le virus, et on avait l'impression qu'en fait, une pandémie, c'était bon pour les pays émergents. Et puis on a pris ça en pleine figure, premier confinement, deuxième confinement, et finalement, on se rend compte que on est un peu bloqué par rapport à ça, et on se demande un peu qui est responsable, comment est-ce que c'est possible ? Et peut-être que justement, notre rapport aux technologies a contribué à ça. C'est-à-dire qu'aller chercher des ressources naturelles toujours plus loin au mépris des espèces locales, aller recycler les choses au bout du monde dans des conditions qu'il vaut mieux pas trop imaginer. Le trafic aérien a doublé entre 2006 et 2013. Donc, quelque part, on est dans un monde qui peut être d'un certain côté, et c'est un technophile qui dit ça, mais qui s'emballe un peu. Et à un moment, peut-être que notre rapport à la technologie, il est partie prenante de la difficulté. Et donc, peut-être qu'à un moment, on a trop misé sur notre capacité à gérer la complexité. C'est-à-dire, vous savez, l'intelligence artificielle, la robotique et tout, ça génère des chaînes d'approvisionnement toujours plus longues, toujours plus complexes et toujours plus efficientes. Donc, c'est des produits moins chers, etc. Le problème, c'est que quand ça se grippe, tout se bloque. Et quand ça se bloque, où est la résilience ? La seule résilience, c'est l'humain. Et là, on voit effectivement que les questions de technologie sont avant tout des questions humaines. Le résultat, celui qui est en bout de chaîne, c'est quand même toujours l'humain. Donc voilà, nous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la licorne, vous savez, cette start-up à succès, soit pas terrassée par le pangolin ? Comment on peut faire en sorte qu'à un moment, la technologie, elle fasse partie de la solution ? Donc voilà, c'est un peu là-dessus, je pense qu'il faut réfléchir. Et je pense que si notre modèle a montré ses limites, peut-être qu'il faut le rebâtir de façon radicalement différente. Et je pense que ce modèle qu'on doit reconstruire, peut-être qu'on ne pourra le reconstruire que si on fait le deuil de notre toute-puissance technologique. On est, surtout le Nord-Occident, on a quand même l'impression qu'on a une forme d'hubris de toute-puissance de la technologie. En fait, on a vu qu'elle ne nous protégeait pas. À un moment, il faut accepter de dire que cette technologie, ce n'est pas un totem. C'est amusant de voir qu'il y a eu la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Immédiatement, on a créé une application, on a utilisé un drone, on a utilisé un machin. Enfin, nos réponses, elles sont technologiques. Mais en parallèle, moi, je pense qu'elles sont aussi marquées de chamanisme, de pensée magique.
C'est-à-dire, la technologie, mais c'est un peu ma tablette, j'ai mes notes dessus, je la place en face de moi et j'attends quelque part qu'elle me protège contre l'adversité. Et en faisant ça, on se met sous la coupe de cette technologie. Alors, on ne va quand même pas jeter toute la technologie, bien au c'est pas vous contraire. qui allez me dire ça. Bien au contraire, mais je pense que justement, ce qu'il faut, c'est la reprendre en main. C'est un rapport différent. Et ce rapport différent, il va nous permettre de bâtir un modèle qui sera à la fois plus équitable et plus soutenable. Donc plus équitable, ça veut dire qu'il place plus l'humain au cœur du développement de ces technologies. La technologie, finalement, elle n'est que la porte ouverte vers cet humain. Et puis plus soutenable parce que quand on regarde, on se rend compte que l'impact environnemental de ces technologies, aussi belles, aseptisées et lisses soient-elles, en fait, il est assez important. Et donc voilà, moi, je pense que dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a un peu 3 super-pouvoirs, je dirais, mais des vrais super-pouvoirs. Les super-pouvoirs. Et c'est vrai que on évoquait précédemment cet après-midi la figure du colibri et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde de la technologie, quand on voit qu'une société comme Apple, sa capitalisation boursière, c'est quasiment le PIB de la France, quand on voit que ces technologies, elles changent à toute allure, qu'on a du mal à les comprendre, que même les acteurs de technologie ne les comprennent pas complètement ou ne les maîtrisent pas complètement, on peut se sentir dépassé. Mais en même temps, moi je prendrais plutôt une autre analogie, c'est l'analogie du banc de poissons. Vous savez, ces tout petits poissons qui se sentent extrêmement vulnérables et qui fonctionnent en groupe. Et en fait, en banc de poissons, on est extrêmement fort. C'est un peu comme le nuage de Sauterelle. Enfin, celui qui a lu le livre de l'Exode ou vu Le Prince d'Égypte, ça revient au même, mais au moins pour ça revient au même. On voit bien qu'une sauterelle, c'est extrêmement fragile. Une nuée de sauterelles, c'est dévastateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut Et alors, tous s'ennuyer ? Pour moi, nos 3 super-pouvoirs, c'est d'abord le pouvoir du consommateur. Je pense qu'il faut s'informer et il faut apprendre à consommer en accord avec nos convictions. Et je pense que un point qui est important, par exemple, un exemple, c'est l'exemple de Yuka. Vous savez, cette application qui permet de connaître la composition des produits. Alors, elle est décriée sur, je ne sais pas, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est équitable, etc. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, l'utilisation de cette application a déjà entraîné le retrait des rayons des supermarchés de centaines de produits, ce qu'un gouvernement n'aurait jamais obtenu. C'est une application qui permet finalement en mettant l'application, en scannant le code barre, de savoir toute la composition et si c'est dangereux ou pas pour nous. Exactement. Et si c'est dangereux, si c'est bon pour la santé, etc. Et en fait, c'est tout bête, mais ça donne un pouvoir aux consommateurs. Cette information, elle donne un pouvoir extrêmement fort. Et en fait, je pense que ce super pouvoir du consommateur, il ne faut pas le sous-estimer. En fait, une entreprise n'existe que si elle a des clients. Et finalement, un produit, il n'est à vendre, ou même un service gratuit, un réseau social gratuit, il n'existe que si les gens vont dessus. Donc à nous de dicter ce qu'on a envie d'en faire. Et je pense qu'effectivement, si on revient à cette dimension d'environnement, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure avec un vrai expert, mais c'est intéressant de voir que ces technologies qui paraissent très aseptisées, on dit en moyenne, une technologie, elle consomme 34 kilos de matière déplacée pour 100 grammes de technologie. C'est-à-dire que dans un ordinateur, il y a 240 kg de combustible fossile, il y a 22 kg de produits chimiques, il y a 1,5 tonne d'eau qui sont utilisés juste pour fabriquer un simple ordinateur. Et quant à la consommation électrique, alors il y a celle de tous les produits qu'on laisse brancher toute la journée, mais il y a aussi la consommation du service lui-même. Quand vous envoyez un email avec une pièce jointe, c'est comme si vous laissiez une ampoule branchée pendant 24 heures. Si vous regardez 1 heure de vidéo en streaming sur votre téléphone, ça équivaut à la consommation de votre réfrigérateur pendant toute une année. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être économe et consommer nécessaire. Donc ça, c'est notre premier super-pouvoir, je dirais, qui est celui du consommateur. L'autre super-pouvoir, un peu en parallèle, c'est celui de l'investisseur. Et l'investisseur, il n'y a pas besoin d'être Bill Gates pour investir. Je veux dire, le nombre de gens qui nous regardent, qui sont des épargnants, tous ces épargnants, la façon dont ils épargnent, ça dit quelque chose et ça a un pouvoir collectif. Par exemple ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous utilisez ou si vous achetez des SICAV ou des OPCVM qui n'investissent que dans des entreprises responsables, et il y en a de plus en plus, vous allez diriger le flux de capitaux vers ces entreprises qui peuvent être des entreprises à raison d'être,
comme ça se fait de plus en plus, ou des entreprises qui acceptent de respecter un certain nombre de normes. On travaille en ce moment, c'est l'un des chantiers de Tech for Good, l'initiative du président Macron, sur la dimension inclusive des technologies. Comment on fait en sorte d'avoir des critères assez concrets qui permettent de savoir si une entreprise utilise la technologie pour favoriser l'inclusion de ses collaborateurs, de ses clients ou pas. Par exemple, donnez-moi l'exemple. Alors, en fait, souvent, on a l'impression que l'inclusion des technologies, c'est plutôt l'inclusion dans les technologies. Par exemple, l'accès. Est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce que vous savez vous en servir? Est-ce que vous avez une connexion Internet? C'est la base. Mais une fois que vous avez accès à la technologie, est-ce que vous êtes équitablement traité, par exemple? Est-ce que, en fonction de votre code postal, de plein de choses, vous allez être traité de la même façon par l'algorithme qui va vous octroyer ou pas une place à l'université, un crédit bancaire, etc. Ça peut être décisif dans la vie d'un individu. Ça, c'est quelque chose qui est ou non facteur d'intégration, on va dire. Et puis, ensuite, je pense qu'il y a cette intégration, cette inclusion par la technologie. La technologie, elle peut donner du pouvoir. Et ça, c'est un point important. En entreprise, il y a un peu deux façons d'utiliser la technologie. Soit vous dites en ce moment, les taux d'intérêt sont bas, je peux acheter du matériel facilement, ça ne coûte pas cher, je vais plutôt remplacer un maximum d'employés par de la technologie. Ça, je pense que c'est la solution la moins créative et la plus dévastatrice. Soit vous dites, je vais donner du pouvoir, c'est le empowerment, je vais donner du pouvoir à mes salariés, je vais donner du pouvoir à mes collaborateurs. C'est un espèce de collaborateur augmenté, débarrassé des tâches embêtantes, qui peut faire des choses plus intéressantes. Et bien là, vous augmentez l'employabilité de la personne, vous augmentez ses perspectives de carrière, vous diminuez le risque que cette personne un jour sombre dans la pauvreté, se trouve exclue. Ça, c'est des bons exemples. Donc voilà, je pense que là, on a ce pouvoir tous, à la fois de consommateurs et d'investisseurs, mais ça demande de se changer. À un moment, il faut accepter de se transformer soi-même pour transformer le monde. Parce qu'il faut changer notre façon de consommer, notre façon d'épargner, notre façon d'être. Et peut-être que notre troisième super pouvoir, si je puis dire, c'est le pouvoir de citoyen. Parce que finalement, on vote, on s'engage et à un moment, on transforme aussi la société. Et je pense qu'on est dans une société qui est quand même pas mal secouée par ces technologies numériques. C'est clair qu'on a parlé beaucoup des fake news, on a parlé des manipulations lors des campagnes électorales, on a parlé de la dissémination de discours haineux, d'appels à la violence, et on voit le mal que ça fait à nos démocraties. Et puis on voit, encore une fois, pour revenir à ce contexte de pandémie, que finalement il y a un seul pays qui s'en est tiré. Paradoxalement, c'est la Chine. Mais la Chine, elle a utilisé un pouvoir politique extrêmement fort pour imposer des technologies. Et quand nous, on en était à se demander s'il fallait ou pas télécharger tous anti-Covid, eux, ils avaient des drones qui venaient prendre la température par la fenêtre. C'est pas forcément un idéal, ça. Mais justement, ça fait un peu peur. Non, mais justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que paradoxalement, on peut tous ces éléments-là sont des éléments qui fragilisent nos démocraties. Parce que ça peut donner l'impression que finalement, un régime fort est une meilleure solution. Moi, je ne le crois pas. À terme, je pense que ce n'est absolument pas le cas. Simplement, la tentation est là de plus en plus. Écoutez les discours politiques un peu partout, de dire que finalement, un bon tour de vis sur la sécurité numérique, un bon tour de vis sur le contrôle, ce serait peut-être pas mal. Moi, ma question, c'est si on a le choix, on va dire, entre deux modèles, qui est d'un côté un modèle libertarien d'une économie libérale des grandes plateformes américaines, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas forcément notre modèle, et de l'autre côté, un capitalisme d'État qui nous arrive par les routes de la soie depuis une Chine qui dit qu'elle a vaincu le virus, moi, il n'y en a aucun des deux qui me satisfait pleinement. Le premier, pas vraiment, le second, pas du tout. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut qu'on envisage un troisième modèle? Et là, je pense que l'un des pouvoirs qu'on a, c'est le pouvoir de s'engager, mais aussi le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de débattre. Le dialogue dont vous parliez, c'est celui-là aussi. C'est de dire quel projet on veut à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Quelle société voulons-nous? Dites-moi quelle société vous voulez et je vous dirai de quelle technologie vous avez besoin. Au fond, c'est ça. Et je pense que dans ce contexte-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On a énormément à inventer, beaucoup à fabriquer et pour avoir justement ce modèle-là. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier, et je terminerai peut-être par ça, que les technologies sont des productions de la société aux deux sens du génitif. C'est-à-dire que d'un côté, on les produit et de l'autre côté, quand on les utilise, elles nous fabriquent en retour, elles nous transforment. En fait, on est un peu produit par nos produits. Et ça a toujours été comme ça. Et en fait, la question, c'est plus on met d'humanité dans une technologie,
plus elle nous le rendra, plus en retour elle va nous humaniser. Et donc peut-être que c'est ça. Nous, au sein du think tank Optique, on travaille beaucoup sur la notion de éthique by design. Comment on peut, dès l'origine, dès la conception des technologies, faire en sorte qu'elles aient un respect de l'humain et un respect de l'environnement. Mais si on fait ça, en retour, on est humanisé par ça, on est transformé. Et si vous ne croyez pas qu'on peut faire ça en tant qu'individu, comme je vous ai dit, si vous ne croyez pas dans ces 3 super pouvoirs, moi je prendrai juste l'exemple, en 1955, je crois, d'une femme noire qui a juste refusé de se lever dans un autobus. Juste ça. Elle était juste usagère des transports, c'était une simple citoyenne, elle n'avait aucun pouvoir. En faisant ça, en un jour, Rosa Parks a précipité la chute du système ségrégationniste aux États-Unis. Et bien ça, je pense qu'en tant que consommateur, en tant que citoyen et en tant qu'investisseur, on peut être les Rosa Parks des technologies. Merci beaucoup, et puis ça nous rassure. On va repartir avec nos 3 super pouvoirs et on va pouvoir défier Apple et Google et toutes ces grandes plateformes. Alors voilà, maintenant le pouvoir par rapport à l'environnement, Dominique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a tout à l'heure dans la première table ronde, enfin avec Cynthia Fleury, il y a eu une question de téléspectateurs qui nous ont dit mais est-ce qu'il faut qu'on se sente coupable finalement, nous, notre génération, on a pollué, on a tout faux, comment est-ce qu'on fait ? Et est-ce que finalement on a encore notre mot à dire vu ce qu'on a fait avant ? Alors voilà, il y a ce sentiment un peu de grande culpabilité d'un certain nombre de gens par rapport à un modèle de croissance auquel ils ont cru. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que la culpabilité peut être une source d'humilité et donc est nécessaire. Peut-être qu'on ne se sent pas assez coupable, justement, et qu'on s'arrange assez vite avec nos comportements ou les conséquences d'un certain nombre de nos choix. Bien sûr, il y a ce sentiment de culpabilité qui peut être un peu pervers, qui peut nous décourager ou qui peut nous enfermer dans un rapport à l'autre et à Dieu très détérioré, très culpabilisant à l'excès. Ça, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais reconnaître que nos actes ont un poids, des conséquences, notamment sur ces questions de l'écologie, puisque c'est autour de ça que j'ai envie de réfléchir avec vous, c'est évident. Et que certaines générations puissent se rendre compte que des choix qu'elles ont faits à un moment donné a un impact sur les générations suivantes, ça aussi c'est évident. Il faut avoir cette responsabilité-là, sinon on va toujours considérer que responsable n'est pas coupable. Or, ça nous a tous scandalisés quand des responsables politiques nous ont essayé de nous faire avaler ça, qu'on pouvait être responsable sans être coupable. À un moment donné, au niveau de l'éthique, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Quand on est responsable, on accepte qu'on puisse se tromper ou qu'on n'a pas vu les conséquences des choix et on le reconnaît. Et on peut demander pardon. Peut-être que c'est difficile pour des responsables politiques, mais pour des chrétiens, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué de reconnaître qu'on ait pu se tromper. Donc sur ces questions d'écologie, il faut reconnaître qu'il y a eu des dérives et l'état de notre planète aujourd'hui nous laisse quand même entendre qu'il y a un certain nombre de choix dont on n'a pas vu les conséquences. Et il y a tout un ensemble de gens qui avaient saisi ça avant l'heure, des jeunes générations, souvent, pas que, ça n'appartient pas qu'aux jeunes, mais c'est souvent là que ça se passe, qui ont saisi que la société de consommation des années 60, les choix industriels des années 80, les dérives financières des années 2000, etc., étaient des choix qui avaient des conséquences tellement massives, et en l'occurrence plutôt négatives, même si en apparence ça a amélioré nos niveaux de vie. Ces gens-là nous ont sensibilisés à cette part un peu d'ombre de nos sociétés. Alors, en France, c'est compliqué parce que l'écologie est surtout une écologie politique. C'est elle qui occupe un peu le champ de pensée. Et elle est marquée politiquement, plutôt à gauche. Elle est travaillée philosophiquement et intellectuellement par un certain nombre de penseurs qui sont dans des idéologies assez claires, enfin en tout cas bien marquées. Et ce qui fait que c'est assez clivant souvent, notamment pour les communautés chrétiennes, qui ne sont pas toutes à gauche. Certaines se sentent plutôt à droite, en tout cas individuellement, les chrétiens ne sont pas tous à gauche ou tous à droite. Il y a toute une palette de positionnements, et c'est très bon ainsi. Mais en tout cas, si l'idéologie avec laquelle vous dialoguez est plutôt à gauche et que vous ne l'êtes pas, évidemment, c'est clivant. Et donc l'écologie à la française a souvent fait peur. Et alors, ce que je trouve intéressant, en tout cas, moi, ce qui m'aide à réfléchir, c'est que la question, ce n'est pas tellement de dépasser ces clivages, c'est de reconnaître quelque chose qu'on ne travaille pas assez, je trouve, et peut-être dans tous les chantiers, ceux qu'on a nommés, sur la solidarité, sur la fracture numérique, c'est la place des générations.
Et moi, c'est un exercice que je fais souvent avec les communautés que je rencontre pour discuter sur ces questions d'écologie. C'est quel est mon rapport au monde quand j'ai 80 ans? Quel est mon rapport au monde quand j'en ai 60? Quel est mon rapport quand j'en ai 40 ou 20? Parce que quand vous avez 60 ou 75 ans et que vous devez penser la crise écologique, consciemment ou inconsciemment, vous savez que vous avez déjà vécu l'essentiel de votre vie. Et que donc vous projetez dans l'avenir, et je souhaite à tous de pouvoir vivre longtemps et vieux, n'empêche que ça sera encore quelques années. Et donc vous pouvez être inquiet en partie de ce qui peut arriver, mais en gros vous savez que vous ne subirez pas les conséquences d'un certain nombre de phénomènes qu'on nous annonce pour les 30 ou les 50 ans qui viennent. Alors que quand vous avez 20 ans aujourd'hui, quand vous êtes une Greta Thunberg ou de cette génération-là, et qu'on vous annonce ces catastrophes dont vous allez devoir prendre compte dans votre vie d'adulte, évidemment que ça a un impact psychologique beaucoup plus sévère. Et il ne faut pas s'étonner que ces générations-là sont plus en colère, ou plus revendicatives, ou capables de mobilisation beaucoup plus forte que des générations qui ont déjà vécu et qui ont déjà fait des choix personnels respectables et tout à fait compréhensibles. Donc voilà, quand on travaille cette question des générations, moi je trouve que ça libère des choses. D'abord parce qu'une deuxième chose, c'est que à partir du moment où on se pose la question, mais vous, à 20 ans, comment vous vous projetez dans l'avenir? Les gens de l'après-guerre, la génération de mes parents, qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu une forme d'effondrement colossal, 70 millions de morts en 5 ans. En termes d'effondrement, c'est pas mal. Et ce sont donc des survivants. Tous ces gens qui sont autour de nous, qui nous ont transmis la vie, sont des survivants de ce conflit. Et qui ont été marqués psychologiquement par les bombardements, par la violence des conflits, etc. Et on a demandé à cette génération de reconstruire un pays détruit. Et ils l'ont fait. Et bien fait, parce qu'on n'a jamais... on n'est jamais arrivé à un niveau de vie aussi élevé que celui auquel on est arrivé en 30 ans. Donc évidemment, si je m'adresse à cette génération retraitée aujourd'hui, et que moi, jeune écologiste de 25 ans, qui lit Pierre Rabhi, et qui découvre émerveillé la sobriété heureuse, et que je dis à mes grands-parents, ah ben voilà, c'est ça mon choix de vie, la sobriété heureuse, je vais renoncer à un certain nombre d'outils informatiques, un certain nombre de choix matérialistes, etc. Il est fort à parier que la génération un peu aînée, la génération des gens de 80 ans, de cette génération-là, ne comprennent pas ce choix-là. Et parce que pour eux, la sobriété était une sobriété subie, une sobriété qui les a agressés. Et l'exemple type qui détend toujours un peu l'atmosphère, c'est quand on parle des toilettes sèches. Voilà, il suffit de parler de ça et tout de suite on voit, pour la génération de mes parents, les toilettes au fond du jardin dans lesquelles on allait avec un papier journal dans l'hiver et qui sentaient mauvais, ça ne fait rêver personne. Et personne de cette génération n'a envie de revenir à ça. Personne. Et donc évidemment, le jeune qui, lui, met des toilettes sèches dans sa maison qu'il construit lui-même, c'est incompréhensible la plupart du temps pour la génération des aînés. Sauf s'ils prennent le temps de comprendre pourquoi ces jeunes le font. Et eux ne le font pas par nostalgie des toilettes ignobles qui étaient au fond du jardin, mais c'est par solidarité avec les plus pauvres, ne supportant pas qu'à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, on évacue 5 ou 10 litres d'eau potable pour évacuer des besoins. Et que cette incohérence-là d'un système qu'on a mis en place à un moment donné, qui était un progrès matériel, parce qu'évidemment on a tous apprécié le fait de pouvoir une hygiène plus facile avec ces toilettes dans la maison, on n'a pas vu la part d'ombre de ce système-là, c'est qu'on utilisait de l'eau potable. Et ce qui est insupportable. Et il suffit d'accueillir chez soi des gens qui viennent d'autres pays où la question de l'eau potable est douloureuse pour voir à quel point appuyer sur cette chasse d'eau est souvent une douleur pour eux. C'est insupportable pour eux. Voilà. Donc, si ces générations arrivent à se dire ça, si des gens de 80 ans arrivent à dialoguer avec les plus jeunes en disant « Ah oui, en fait, on a l'impression qu'on parle de la même chose, mais en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. » Et les raisons de nos engagements, en fait, sont respectables à partir de ce moment-là. Même si moi, à 75 ans ou à 80 ans, je ne m'imagine pas devenir végane un jour, parce que j'ai vécu toute ma vie avec de la viande comme étant un progrès, parce que quand on a eu faim pendant la guerre, pouvoir manger de la viande, c'était qu'on avait bien travaillé et qu'on s'en était sorti. Donc évidemment, manger de la viande aujourd'hui, pour des gens qui ont accueilli ça comme un progrès, c'est difficile de s'en passer. Mais qu'ils puissent comprendre que pour un jeune de 30 ou 40 ans, face à des abattoirs industriels, qui sont d'une violence sociale, il ne faut pas oublier la dimension sociale de ces abattoirs, où on fait travailler des gens qui sont vraiment au bout de la chaîne de l'emploi, parce qu'on choisit rarement ce genre de métier durablement.
Eh bien, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que des générations plus jeunes disent « moi, je mange moins de viande » ou je renonce même parfois à manger de la viande. Si on arrive à se dire ça, alors je crois qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et c'est tout le travail que j'essaie de faire dans les rencontres que je vis, de reprendre conscience qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord de manière unanime pour agir. Et qu'au contraire, chaque génération fait sa part. Et que ce qu'une génération peut faire, ce n'est pas forcément ce qu'une autre va faire. Et que c'est très bien comme ça, et que c'est probablement d'ailleurs comme ça que l'histoire se renouvelle, que les processus de renouveau se font ainsi. Et qu'en vieillissant, nous qui étions des jeunes fous 68 arts et qui rêvions à partir au Larzac pour révolutionner la société française, qui étions contre la guerre d'Algérie et qui étions contre l'armée dominante, et puis on s'est rendu compte qu'en fait on n'y arrivait pas parce qu'on est rentré chez soi et qu'on est devenu fonctionnaire. Et puis en vieillissant, finalement, on regrette, enfin on trouve c'est un peu ridicule ce qui s'est passé dans les années 60. Bah oui, c'était des révolutionnaires de gauche qui n'ont rien compris. On resterait frustré sur cet échec social. Maintenant, quand on voit des jeunes familles cathos qui veulent s'installer dans un presbytère pour faire un habitat groupé avec un jardin et des chèvres dans le jardin et des poules pour avoir des œufs frais pour leurs enfants, un réflexe assez intuitif, ça va être de décrier ce travail-là, de dire « mais enfin, nous on a essayé, dans notre jeunesse ça ne marche pas, vous êtes ridicules, vous êtes comme les hippies des années 60 ». De fait, pas du tout. Les jeunes qui aujourd'hui s'installent dans ces habitats groupés, dans ces éco-hameaux, rarement, il y en a quelques-uns, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des alternatifs. Ce sont plutôt des gens, même souvent très ordinaires, mais qui ont envie de redonner un sens à leur habitation, qui ont envie de donner un sens à l'alimentation qu'ils donnent à leurs enfants et un sens au fait de vivre avec d'autres et pas simplement individualistes dans des petits pavillons parfois un peu sordides. D'ailleurs, vous parlez souvent par rapport à l'écologie, je trouve que c'est intéressant, de lieux. Oui. Donc c'est quand même comme ça qu'on peut commencer à faire des choses, c'est par des lieux. Alors tout le monde n'a pas envie effectivement d'aller vivre au milieu des poules, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des choses à faire pour avoir des lieux à dimensions différentes qui permettent d'avancer dans ce domaine-là? Alors il me semble que c'est en tout cas une manière dont la foi chrétienne a souvent avancé, c'est par de l'incarnation très concrète dans des projets, dans la solidarité, dans beaucoup d'autres domaines. Et sur ces questions de l'écologie qui posent la question de comment est-ce que j'habite, quel est mon écosystème, avec qui je crée des liens et comment je dure dans un lieu pour que d'autres puissent vivre après moi, c'est évident que cette question des lieux se pose encore plus nettement, encore plus franchement. Moi, j'ai l'impression, là, en ayant suivi un peu le processus en cours autour de Laudato Si, qui a été ce grand texte en 2015, où le pape François écrit une encyclique sociale, il le rappelle sans cesse en disant « Laudato Si est une encyclique sociale », ce n'est pas une encyclique écologiste d'abord, c'est une encyclique qui pose la question de comment habiter ensemble de manière plus juste, comment ce texte est rentré peu à peu dans le champ pastoral de nos églises, commence peu à peu à rejoindre à peu près toutes nos paroisses au bout de 5 ans, et on voit arriver en parallèle de plus en plus de gens qui disent « Bon, si c'est ça aujourd'hui, un des aspects de l'engagement chrétien, alors, essayons des choses. Essayons de créer des lieux d'habitat partagés, essayons de créer des colocations intergénérationnelles, essayons de créer des petits villages où on recrée des liens ensemble plutôt que de laisser partir les gens dans des lieux sordides. » Et c'est ça qui va être très intéressant. Et je pense que la question n'est pas tellement que tous nous devenions des écologistes convaincus avec notre carte au parti. D'ailleurs, de toute façon, ça n'arrivera pas. Donc, ne courons pas à ça. L'unanimité n'est pas un processus chrétien. C'est au contraire l'hétérogénéité qui est intéressante dans nos communautés. C'est qu'on ne pense pas tous la même chose et on n'avance pas tous de la même manière. Mais l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et dans cette hétérogénéité-là, il fait susciter des postures prophétiques chez certains, à tout âge, ce n'est pas réservé aux jeunes, mais très souvent chez les plus jeunes qui ont encore cette énergie d'oser faire des choses. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on est à un moment où on fait des choix professionnels, des choix familiaux, des choix d'engagement personnel qui font qu'on va avoir un impact sur la société de consommation, cette force du consommateur que vous nommiez, et qui fait que quand un certain nombre de jeunes couples décident de ne plus aller dans tel supermarché ou de ne pas acheter ce type de maison, évidemment, le monde industriel qui est derrière le saisit très vite et va réagir. Et on devient des consomme-acteurs. On a une action très forte. Donc ces lieux vont être très intéressants et je souhaite souvent quand des gens nous disent « Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux agir? Moi, je ne suis pas écolo, ce n'est pas à mon âge que je vais commencer à faire des choses. » Je pense qu'une des choses que tous on pourrait faire et auxquelles on pourrait tous être attentifs, et d'ailleurs on le voit à la fin de Laudato Si, le pape François le dit dans une phrase, il faudrait que nous vivions tous de telle manière que chacun comprenne que ça vaille la peine, que notre vie, ça vaut la peine. Et on se retrouve face à des générations qui, on se doute,
de dire est-ce que ça vaut encore la peine de vivre? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des enfants dans ce monde-là? Est-ce que ça vaut la peine de perdre tant d'énergie alors que tout est pollué, tout est foutu, tout est forcé par les grands groupes numériques, etc. Et le pape nous dit si, au contraire, c'est maintenant qu'il faut qu'on montre que ça vaut la peine. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que, avant de se poser la question est-ce que je suis écolo ou pas, c'est que chacun d'entre nous, je le dis de manière un peu comme ça, comme une espèce de slogan, mais je pense que ça peut nous aider à penser, il faudrait que chacun d'entre nous, on ait 4-5 personnes dans notre carnet d'adresses personnelles qu'on admire en termes d'engagement cohérent, dans la solidarité, dans l'écologie, dans le lien intergénérationnel, dans le rapport aux outils numériques, etc. Des gens ont dit « Ah voilà, ça c'est inspirant pour moi ». Il faudrait qu'on les connaisse personnellement, ces gens-là, pour qu'on puisse dire à des plus jeunes qui sont un peu perdus et qui ne savent pas quel sens donner à leur vie « Écoute, moi je ne sais pas trop, tu vois bien, moi-même je ne suis pas très cohérent sur tout ça, mais viens, on va aller voir ce chef d'entreprise. Viens, on va aller voir cet agriculteur qui essaye. Viens, on va aller voir cette colocation du Secours catholique ou d'autres mouvements. » Et c'est en rencontrant ces gens-là que le sens va revenir. Merci beaucoup. Donc on rencontre, on dialogue. Et justement, à propos de dialogue, on va retrouver Arnaud et Pierre-Yves qui sont juste à côté de nous dans un autre studio et qui sont en train de, je crois, qui sont sous une avalanche de questions. Alors Arnaud, peut-être une première salve de questions pour nos invités. Bien volontiers. Alors cette première salve va s'adresser à Véronique Fayet, avec 2 questions pour commencer. La première, dans votre ouvrage, dans La Révolution fraternelle, vous évoquez aussi le cri de la démocratie. Donc première question, pour vous, aujourd'hui, elle se situe où, la principale blessure de la démocratie? Et puis une deuxième question, le pape François utilise souvent le verbe « rêver ». Et par exemple, dans Fratelli Tutti, il dit « les rêves se construisent ensemble ». La question qui vous est posée, à vous, Véronique Fayet, c'est quel serait votre rêve le plus fou aujourd'hui pour reconstruire notre société? Il n'y a que vous, hein. Heureusement, ce n'est pas nous. Alors, principale blessure de la démocratie? Bien, je crois que la principale, oui, la grande faille béante de la démocratie, c'est qu'elle n'écoute pas tous ceux qui sont petits, fragiles, pauvres. Et ça peut être aussi des gens très âgés aussi, qui n'ont plus de parole, plus de voix, qui n'existent plus dans l'espace public. Non seulement parce que pour certains, ils ne votent plus, mais surtout, il n'y a pas de parole. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, quand on réfléchit sur l'idée d'un revenu minimum pour les jeunes qui puissent les protéger, est-ce qu'on va discuter avec les jeunes, et notamment avec les jeunes les plus pauvres, avec ceux qui savent ce que c'est que de vivre sans rien, ou avec leurs parents? Ben non. Les choses vont se décider dans une espèce de stratosphère, comment il appelle ça, le pape? Absurdie, non. Dans la technocratie, une technocratie qui n'entend plus la parole des tout-petits. Voilà. Ceci dit, pendant la crise sanitaire, on a quand même un peu redécouvert on a quand même fait un effort pour les plus âgés, on a découvert l'importance du soin aux plus petits, à la vulnérabilité. Non, vous n'avez pas le sentiment que... Si, on progresse toujours, il y a toujours des belles choses qui arrivent, mais fondamentalement, dans la démocratie, ce qui compte, c'est de pouvoir prendre la parole quelque part. On l'a vu, nous, dans le grand débat qui a eu lieu après les Gilets jaunes. C'était organisé de telle sorte qu'une personne modeste, en difficulté, fragile, ne pouvait pas y participer. D'ailleurs, vous l'avez organisé. Voilà, donc nous-mêmes, on a dû organiser, on a souhaité organiser à peu près 300 débats qui ont été d'une richesse extraordinaire, d'ailleurs qu'on a collecté précieusement et qu'on a transmis aux autorités et aux organisateurs du grand débat, à dire attention, il y a cette parole-là aussi de gens modestes, voire très très modestes, et qui ont des choses à dire, sur la frugalité subie, par exemple, tous les jours, mais sur la sobriété, qui ont des choses à dire. Donc, effectivement, les associations essayent d'être les porte-parole des plus fragiles, mais le mieux, c'est qu'ils seront eux-mêmes autour de la table. D'accord. Voilà. Et votre rêve le plus fou?
Alors mon rêve le plus fou, ça serait qu'on fasse ensemble justement cette révolution fraternelle. Parce qu'on voit bien que il faut quand même renverser la table quand même. Il faut quand même changer profondément la façon dont le monde fonctionne. On marche sur la tête. Notre planète est complètement saccagée, massacrée. Les inégalités augmentent, la pauvreté augmente. On voit bien que c'est complètement fou. Donc il faut renverser la table. Mais il faut le faire tous ensemble. Donc la révolution fraternelle, c'est pas peace and love, mais c'est quand même ensemble et avec la contribution de chacun, avec la contribution des plus fragiles d'abord, qui ont leur mot à dire et qui ont des idées, qui ont de l'énergie, qui ont du courage, mais aussi avec les idées des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des ouvriers, des employés, etc. Voilà, qu'on puisse avoir vraiment ce dialogue. C'est pour ça que c'était proche de cette démocratie idéale qui donne la parole à tout le monde, dans lequel on dialogue et où on arrive à des consensus qui font que le bien commun devient quelque chose de possible. Alors, un rêve de renverser la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être Pierre-Yves ? Tout à fait, Isabelle, des questions. Alors peut-être cette fois-ci pour le père Salebir, on a beaucoup de remontées de questions cet après-midi. On en a aussi plusieurs pour l'intervention de Dominique Lang qui a été très appréciée. On en aura tout à l'heure, mais peut-être le père Salebir tout de suite autour des nouvelles technologies. On a l'impression que certains de nos semainiers ont découvert que Internet polluait. Voyez ? Alors, on a certains d'entre eux, non, mais il y a des gens qui ne le savent pas forcément. Ils pensaient qu'effectivement, envoyer un message par Internet, communiquer par Internet, c'était propre. Se servir d'Outlook, c'était sans conséquence. Donc, peut-être il y a un peu de pédagogie à faire de ce côté-là. Et puis, surtout, les gens nous disent, mais alors, nous, on avait l'impression, en participant à cette session en virtuel, en quelque sorte, en visio, qu'on était vertueux, n'est-ce pas ? On n'allait pas polluer. C'est bonne initiative des semaines sociales. On ne va pas venir jusqu'à Paris en voiture, ou en avion, ou en train, on va beaucoup moins polluer. Alors, donc certains de nos semainiers sont un petit peu déconcertés. Donc, même en organisant cette session en visio, nous polluons. Et je sens un petit peu de découragement chez certains. Mais donc, du coup, l'équation carbonique est mauvaise dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut devenir comme les Amish, pour reprendre une expression malheureuse ? Oui, c'est ça. C'est une grande question. Moi, je ne crois absolument pas. Moi, je crois que de toute façon, toute action humaine, forcément, elle a une conséquence sur l'environnement. Donc, à un moment ou à un autre, ce qu'on fait, ça consomme des ressources. La question, c'est toujours qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça consomme et à qui ça apporte. Je pense que c'est vraiment ça la question. À un moment, ça vaut le coup de traverser la planète pour aller faire quelque chose. Ça ne vaut pas le coup de traverser la rue pour aller faire autre chose. Donc je pense qu'à un moment, il faut peut-être qu'on ait un rapport juste à ces technologies. Effectivement, il faut qu'on soit informé de savoir ce que ça coûte, ce que ça consomme, ce que ça pollue. Mais moi, je suis assez intéressé par tous les mouvements autour des frugal tech. Vous savez, toutes ces technologies qui se veulent frugales. Et je me souviens une fois... Alors c'est quoi Alors c'est un Indien, par exemple, qui m'avait dit un jour lors d'une conférence internationale, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus impactant, le plus nouveau ? Un réfrigérateur avec un écran dessus qui scanne tous les produits qui entrent et qui sortent et qui vous dit avec ce qui est dedans ce que vous pouvez faire comme recette, ou un réfrigérateur qui fonctionne sans électricité ? C'est les réfrigérateurs sans électricité. Même s'il ne rafraîchit que de quelques degrés, il permet à des millions de ménages de maintenir de la nourriture et donc finalement, ça change complètement la façon dont ils consomment, dont ils vivent, etc., etc. Mais je pense que la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on apprend à faire cohabiter les deux. Moi, je ne crois pas du tout à une espèce de rejet de la technologie. De toute façon, ça n'arrivera pas. Le rejet de la technologie, il n'arrivera pas. La preuve aujourd'hui. Mais non, mais c'est exactement la preuve aujourd'hui et la preuve. La génération ont cité Greta, etc. Mais tous, ils sont allés manifester et ils ont streamé, ils ont filmé sur leur téléphone portable pour mettre sur les réseaux, etc. Ce qu'ils font d'un côté, ils donnent d'une main, mais sans s'en apercevoir, ils reprennent de l'autre. Donc ma question, c'est plutôt de savoir comment on est vraiment responsable et comment on utilise la technologie. Je pense qu'il y a des moyens quand même de transformer en profondeur l'usage de ces technologies. Mais les rejeter, moi j'y crois pas du tout. Et je crois même que la technologie, elle peut faire partie de la solution au sens où on voit, enfin moi ça m'est arrivé par exemple de voir quelqu'un en Amérique latine utiliser les fameuses big data, donc ces algorithmes et ces données, pour être capable de dire à des agriculteurs sur place où ils devaient planter, comment ils devaient arroser, etc. Et finalement augmenter le rendement de terres qui étaient des terres pauvres avec des gens en difficulté.
Et moi, je crois beaucoup à ça. La question, c'est plutôt, encore une fois, où est-ce qu'on oriente le flux financier, donc dans quoi on investit. Et puis, c'est d'avoir ça en tête. Moi, c'est amusant, celui qui m'a raconté ça, il m'a dit, je viens d'un pays très pauvre, donc dans une région du nord-est du Brésil, et donc en fait, chez nous, on n'avait pas tout ça. Je suis allé étudier aux États-Unis, j'ai trouvé des agriculteurs qui pouvaient payer cher pour cette technologie. Je la vends aux États-Unis, je la donne au Brésil. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que finalement, il a trouvé un écosystème où, finalement, ça coûte de l'argent de développer ces trucs-là. Et il y a des gens qui sont prêts à payer, et il y a des gens qui n'ont pas. Et moi, je pense que c'est toujours pareil. C'est comment on gère pour pouvoir plus donner. Au fond, c'est ça. Et ça, il y a des associations, il y a des mouvements en France qui réfléchissent là-dessus, qui peuvent aider nos téléspectateurs, par exemple, pour faire ces choix. Est-ce qu'il y a des organismes qui orientent les gens? Alors, dans le cadre du plan de relance, déjà, il est prévu la formation de milliers de formateurs des citoyens pour essayer de réduire cette fracture numérique. Et ça, c'est déjà beaucoup. Parce que comme vous disiez, faire sa déclaration d'impôt en ligne, oui, mais je ne peux pas. Il y a beaucoup de gens, et même quand ils ont l'ordinateur, ils sont complètement perdus devant ça. Et donc, en fait, ça, il y a déjà tout un mouvement qui se met en œuvre. Et puis, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tous les mouvements qui vont tourner autour de l'open source. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on peut en faire en sorte que les choses soient des logiciels ouverts, gratuits, partagés, téléchargeables. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et non seulement pour le promouvoir, pour s'engager, mais pour en bénéficier. Finalement, des fois, c'est un peu comme toutes ces aides auxquelles on n'a pas recours parce qu'on ne sait pas qu'elles existent. Des fois, il suffit juste de tendre la main pour attraper le truc, quoi. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être Arnaud? Oui, bien volontiers. Des questions finalement qui tournent autour du dialogue interreligieux qui pourrait s'adresser à chacun des trois intervenants. On pourrait un petit peu la résumer de la manière suivante. Dans quelle mesure, d'après vous, le dialogue interreligieux pourrait aider à faire avancer ces révolutions fraternelles, technologiques et écologiques que vous convoquez? Alors, je vais d'abord donner la parole à Dominique sur ce sujet, parce que je crois que vous faites aussi des expériences avec d'autres confessions, d'autres religions sur l'écologie. En tout cas, ça a été un des processus intéressants sur ces dernières années, notamment en 2015, au moment de la COP21, où les sociétés civiles qui luttaient depuis 20 ans dans ces grandes rencontres internationales de gouvernements, qui essayaient d'arriver à un accord politique et qui chaque année revenaient dépités parce qu'ils n'aboutissaient pas. Et la société civile, les grandes associations, les grandes ONG, de la solidarité qui étaient derrière et qui poussaient, et qui disaient « Allez, il faut y arriver, il faut y arriver ». Et à chaque fois, quand il s'agissait de signer, les gens revenaient en arrière. Et un des déclics qui a eu lieu, et ça il faut qu'on le raconte, ça, parce que très souvent, tout de suite après, on redevient cynique. Mais non, il y a des choses qui se passent. C'est qu'il y a eu cette prise de conscience, notamment dans la société civile, en disant « Mais on oublie un des acteurs essentiels de la prise de conscience, de la mobilisation des gens, ce sont les grands acteurs de la spiritualité. Toutes les grandes religions du monde, qui sont des réseaux incroyables de présence, de proximité sur le terrain. Et donc, il y a eu des rencontres très fortes. On dépassait un peu des clivages très anciens de la société civile qui voulait rester laïque, ou en tout cas qui ne voulait pas mélanger les choses. Et donc, on est allé à la rencontre de diverses manières des grandes traditions. Et c'est assez intéressant parce que dans ces rencontres avec le monde musulman, le monde bouddhiste, hindouiste, chrétien, etc., la figure du pape François est sortie un peu comme pas un leader, mais en tout cas une des voix les plus fortes, avec le patriarche Bartholomé aussi et d'autres, voilà, et qui ont porté cette voix des spiritualités. Il y a eu un grand sommet à New York quelques mois avant la COP21 qui avait rassemblé tous ces responsables. Et de fait, le résultat est quand même là, c'est qu'on a abouti à une signature. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, par exemple en France, des groupes soit œcuméniques, soit interreligieux sur l'écologie? Est-ce que le dialogue continue à se faire? Le processus le plus flagrant, en tout cas, qui est un processus œcuménique, qui n'est pas interreligieux pour l'heure, mais protestants, catholiques, orthodoxes. Voilà, au sein des églises chrétiennes, après la COP21, après la signature de cet accord, après toute la mobilisation des églises à ce moment-là à Paris et en Seine-Saint-Denis, puisque ça s'est passé là-bas, se sont dit on ne peut pas s'arrêter là parce qu'on a travaillé ensemble. Et c'est d'ailleurs une des bonnes nouvelles aussi de ce processus, c'est que c'est un des plus beaux lieux de l'œcuménisme des années à venir. Cet œcuménisme qui est un peu fatigué parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour des questions théologiques, qu'on est à peu près d'accord pour être fraternel et plus besoin de s'épuiser à savoir si on est vraiment chrétien quand on est protestant ou orthodoxe, catholique. C'est bon, on a avancé. Maintenant, pour agir ensemble,
le chantier écologique est vraiment extraordinaire. Et un des signes les plus forts actuellement, c'est le label Aiguise Verte, qui est un petit outil très modeste, qui a ses limites, mais en tout cas qui est pédagogiquement intéressant. Et on est aujourd'hui, au bout de 3 ans d'engagement, à 500 paroisses catholiques, protestantes, orthodoxes, quel que soit, qui sont engagées. Voilà. Et la prochaine étape qui est en train de se construire, c'est et les congrégations et tous les grands mouvements chrétiens qui ne sont pas des paroisses, comment ils vont y aller. Et c'est ce qu'on va voir apparaître dans les années qui viennent. Véronique, vous travaillez par exemple avec le Secours islamique, ou est-ce qu'il y a des possibilités de dialogue interreligieux sur le domaine de l'exclusion, de la pauvreté ? Alors, le Secours islamique est surtout engagé à l'étranger, dans l'humanitaire à l'étranger. Et alors, ponctuellement, il y a certainement des collaborations sur le terrain, mais surtout, nous, on est plutôt dans le fait d'agir ensemble. Parce qu'effectivement, dans les personnes qui viennent chez nous, beaucoup sont sans religion, ou loin de l'Église, ou blessés par l'Église, mais aussi de confession musulmane. Et donc, c'est cette action ensemble qui nous rassemble et qui est facteur de paix. Et ça, c'est très important. Alors, au niveau des jeunes, ça, où là, ils ont soif de parler, vraiment d'échanger ensemble, de prier côte à côte, de comprendre les religions. Donc ça, je trouve que c'est vraiment plein d'espérance de voir que ces jeunes, ils ont envie de mieux se connaître et de faire des choses ensemble. Et puis, on a aussi des bénévoles, des gens qui s'engagent. J'ai le souvenir d'une jeune femme musulmane d'un quartier populaire là, dans le sud de la France, je crois que c'était à Arles ou Aix, ou je ne sais plus, Arles, je crois, qui est engagée chez nous comme bénévole. Et justement, elle dit, mais moi, je m'engage au Secours catholique parce que je partage vos valeurs, mais surtout, je veux montrer à mes enfants, à ma communauté, au quartier, qu'il est bon de travailler ensemble, il est bon de faire des choses ensemble et de se mettre ensemble au service des plus fragiles. Voilà, et donc c'est des choses comme ça qui sont plutôt dans la vie, dans l'action commune. On n'a pas des débats très intellectuels, voilà, mais on fait beaucoup de choses ensemble. On va ensemble dans les pèlerinages qu'on appelle les voyages de l'espérance, quand on va à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires. Ben là, il y a des musulmans, des catholiques, voilà, et il y a une même espérance. Et autour de l'évangile du bon samaritain, de la tempête apaisée, quelle que soit la religion, sans religion, voilà, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde est pris aux tripes, tout le monde a quelque chose à partager. Donc c'est plutôt ça qu'on vit très, très intensément. Et ça contribue bien sûr à la paix et à la fraternité, oui. Effectivement, je me souviens d'un pèlerinage de migrants comme ça, qui est parti à Lourdes et de Calais. Oui, ça a été un moment incroyable. Voilà. Et les migrants, justement, qui ont traversé la Méditerranée, méditant sur la tempête apaisée, ça a été un moment absolument exceptionnel, oui. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de questions encore. Alors, je ne sais pas, Arnaud, Pierre-Yves ? Oui, peut-être moi cette fois, si vous voulez, Isabelle. Effectivement, on a vraiment l'impression d'une communauté vivante. Là, vous voyez, beaucoup pas toujours des questions, parfois aussi des réactions à chaud en direct. C'est très impressionnant de suivre comme ça sur notre écran ces personnes à distance qui réagissent. Enfin, c'est bien. Oui, absolument. Voilà, il y a beaucoup de réactivité et on sent toute cette communauté derrière nous. Voilà. Alors, il y avait une question peut-être à poser à Dominique Lang, qui a dit tout à l'heure, qui a pointé du doigt cette réalité effective, à savoir que les cathos se défient beaucoup des écolos, je dirais, purs et durs. Soupçon de voir chez un certain nombre d'écolos des gauchistes, des libertaires, des anti-cathos ou anti-chrétiens, des gens indifférents à la chose religieuse. Donc on sent bien effectivement dans nos remontées que nos semainiers, nos participants ont un chemin à faire pour consentir à travailler avec ces gens-là, entre guillemets. Alors, du coup, la question qui est posée d'ailleurs par l'un ou l'autre, comment faites-vous, vous-même, Dominique, pour travailler effectivement sur ces thèmes de l'environnement avec des gens qui n'ont pas votre vision, même vision de la transcendance, des fins dernières, des choses de la foi? Est-ce que vous vous affichez? Est-ce que vous faites profil bas? Est-ce que vous pourriez donner des conseils à nos participants pour une bonne et utile collaboration avec ces milieux dont ils se défient un peu? Je vous raconte juste un exemple. J'ai été invité par une amie à participer à un colloque, c'était dans le sud de la France, de faucheurs d'OGM. Donc là, c'était les vrais militants écologistes engagés. C'est-à-dire qu'ils fauchent... voilà, quand ils repèrent un champ d'OGM quelque part, la nuit, ils y vont et ils fauchent le champ contre l'autorisation, etc. Ils font ça de manière tout à fait illicite, d'une certaine manière. Et donc, ils ont
une fois par an une rencontre pour se soutenir dans leur réflexion. Et Laudato Si venait de sortir, et donc ils ont invité une philosophe et puis moi pour parler de Laudato Si. Et je commence à prendre la parole, et à ce moment-là, un monsieur au milieu qui se lève et qui dit « Moi, je ne suis pas venu ici pour écouter un curé, donc moi, j'ai quitté l'église il y a 50 ans, c'est pas pour qu'un curé vienne me faire la leçon ici, donc ça va, quoi. Bon. » Ben, moi, j'ai trouvé ça super, moi, j'aime bien ça. Parce que du coup, j'ai dit « Bah ouais, je comprends que tu n'as pas envie de voir du curé, et je suis désolé si l'église t'a fait du mal, mais... » Au bout de 50 ans, tu aurais pu évoluer un petit peu aussi, quoi. Enfin, je ne suis pas responsable de la bêtise que tu as dit un curé peut-être il y a 50 ans. Donc, je ne t'agresse pas, donc tu ne m'agresses pas. Voilà. Et puis, ça s'est calmé. Et puis, je crois qu'il est sorti au bout d'un moment. Et puis, voilà, enfin, on a pu chacun prendre sa place. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du conflit. Et ça, le pape François nous dit beaucoup. On est trop gentil, quoi. Moi, je trouve qu'on a été trop habitué à penser qu'être catho, c'est être gentil. Mais c'est faux, c'est une hérésie. Enfin, je force un peu le trait, mais... Être chrétien, c'est travailler pour la justice. Et la justice, ça se passe dans le conflit. Et ça demande donc de rencontrer des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et si je parle qu'avec des gens avec qui je suis d'accord, il ne faut pas s'étonner que nos églises se vident. Parce que le consensus mou, c'est quelque chose qui n'appelle rien. Ça conforte des communautés qui sont bien entre elles et qui découragent ceux qui les rejoignent. Parce qu'évidemment, ils arrivent avec des questions nouvelles. Donc, refuser les questions nouvelles, avoir peur du socialiste gaucho ou de l'écolo, etc., c'est ne pas avoir confiance dans la foi qui nous anime. Et c'est même être dans le contre-témoignage. Je crois que le pape, il dit à un moment où vous salissez les mains, c'est pas grave, après, vous les lavez, vous allez vous confesser, et hop, vous recommencez. Mais bien sûr, on est dans la patte humaine, et ces hommes et ces femmes sont des frères et des sœurs. Regardez comment les générations précédentes, après-guerre, ont dialogué avec le monde communiste, parce qu'ils avaient découvert dans les camps dans lesquels ils avaient vécu ensemble que les communistes étaient aussi des hommes et des femmes comme les autres, quoi, et qui souffraient comme les autres. Et que donc il n'y avait aucune raison de considérer que c'était tous des staliniens ignobles et bouffeurs d'enfants. On nous fait assez de reproches sur nos propres contradictions et sur nos propres scandales pour ne pas faire la leçon à d'autres et les traiter d'amiches et d'ayatollah vert et de tous ces surnoms de khmer vert, comme on entend parfois. Ça, c'est le genre de choses alors là, qui m'énerve particulièrement quand les chrétiens, pas que, mais certains, utilisent ce genre de surnoms pour dénigrer d'autres. Alors là, on est dans un contre-témoignage total. Oui, on dialogue, mais on n'injurie pas, voilà. Ben, on dit qui on est, mais on est intéressé par la vérité de l'autre. Enfin, la vérité, pour nous, c'est quelqu'un. C'est pas une idée, c'est quelqu'un. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur des idées des autres. Il ne va pas m'empêcher d'être en relation avec le Christ, qui, pour moi, est la vérité. Et au contraire, il m'oblige, je prends juste un exemple, quand nous, chrétiens, nous parlons le Christ sauveur du monde, vous croyez que c'est plus simple que quand on reproche à un écologiste de dire il faut sauver la planète ? On a tellement de mépris à dire mais sauver la planète n'a pas besoin de nous, elle se sauvera toute seule, etc. D'accord, mais alors expliquer à quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le sauveur du monde, c'est pas plus simple. Et pourtant, on utilise le même mot de salut. Et alors, au lieu de se le reprocher, dire tiens, qu'est-ce qui se passe quand on parle de salut en fait ? Quand vous, les écologistes, vous parlez de sauver quelque chose, et quand nous, chrétiens, on annonce un salut, ça va renouveler notre propre foi dans ce dialogue-là. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Je vois qu'on a encore 3 minutes. Arnaud ? Oui, une question qui s'adresserait plutôt au frère Salobir, l'homme au super-pouvoir, à propos de la technologie. Je résumerai ces questions. Comment se défaire de ces nouvelles idoles et puis, comme nous y invitait Jacques Ellul il y a déjà plus de 40 ans, comment désacraliser la technologie ? Est-ce que vous êtes un disciple de Jacques Ellul ? Parce qu'il n'était pas tendre avec la technologie. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'en même temps, il y avait quelques bons éléments dans ce que je disais sur la dimension de pensée un peu magique ou chamanique qui, je pense, ne quitte jamais l'humain et qu'on investit dans tout ce qui est autour de nous. Donc là, on va l'investir dans la technologie. Je pense que l'histoire du veau d'or nous dit quand même quelque chose d'assez important. Je pense que la technologie est clairement un bon serviteur mais un mauvais maître. Et la question, c'est comment est-ce qu'on accepte de se déprendre de ça ? Comment est-ce qu'on accepte quelque part de reprendre le pouvoir ? Et je pense que la grosse difficulté, moi le truc qui me fait le plus peur concernant ces technologies numériques, qui quelque part font plein de trucs à notre place, finalement, elles calculent, elles nous proposent, elles nous... Voilà, etc. À un moment, on pourrait quasiment se laisser bercer
par un monde où on serait porté par de la technologie. Et on trouverait ça super cool parce que l'humain, il va toujours, l'eau suit toujours la pente descendante, on va dire. Et à un moment, peut-être qu'il faut accepter de remonter un peu la pente. À un moment, être chrétien, c'est un chrétien debout. Être humain, c'est être debout. Et debout, c'est à la fois, une position de pouvoir. On peut faire des choses, mais c'est quand même une position à terme moins confortable qu'être allongé. Donc à un moment, je pense que c'est vrai qu'il faut accepter comme ça. Moi, le truc qui me fait peur, ce serait un peu la flemme vis-à-vis de la technologie. Une espèce de laisser-aller mou. Et ça, je pense que c'est peut-être là-dessus que doit porter le principal effort de formation. Ce n'est pas seulement comment on l'utilise, etc. C'est comment, à un moment, on accepte de dire cet objet, je l'utilise quand j'en ai besoin, mais je l'éteins quand j'en ai pas besoin. Cette technologie, je l'utilise pour m'aider à choisir tel truc, mais par ailleurs, je garde la main. C'est ça. C'est un moment, comment est-ce que soi-même, on garde le destin, on garde en main la barre de sa propre vie. Et ça, je pense que s'il y a une compétence qu'on doit enseigner aux jeunes générations dans ce monde qui est un monde de plus en plus technologique, c'est cette compétence de garder, c'est vraiment reine courte, il faut tenir de près sa technologie. Quand on la tient de près, c'est comme un cheval puissant, elle nous emmène très loin. Quand on la laisse faire, se laisser embarquer par un cheval, ça finit toujours dans un bosquet et ça finit généralement assez mal. Bon, donc finalement, la conclusion, c'est qu'il faut tous qu'on apprenne à monter à cheval. Exactement. à tenir avec nos deux rênes, tout ça. Donc je vous remercie beaucoup parce que je crois que c'était passionnant. D'ailleurs, il y a eu plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais voilà, ça va venir peut-être demain dans les ateliers, demain matin. Donc merci beaucoup pour ce moment. Et puis je crois que je donne la parole à Alban, je crois qu'il va conclure cette journée très riche. Alors, ce n'est pas Alban qui reprend, mais c'est pour le fil théologique, spirituel, que Grégoire et moi, on reprend un peu les choses, mais aussi pas simplement pour reprendre ce que nous avons entendu encore cet après-midi, mais aussi en vue du travail dans les ateliers que vous allez pouvoir faire demain matin en vous retrouvant autour d'un certain nombre de thèmes. Vous êtes inscrits. Je pense que chacun est au courant. Mais donc, ce que nous allons dire là ce soir, c'est aussi en vue de ce travail demain matin. Pour commencer, j'aimerais bien dire que notre titre, c'était bien « Engageons-nous », mais non pas « Évaluons-nous ». J'ai entendu pas mal les questions de culpabilité. Et peut-être c'était plutôt sentiment de culpabilité, parce qu'une vraie culpabilité, comme il était dit tout à l'heure, on demande pardon et on peut recommencer. Mais un sentiment de culpabilité produit une paralysie épouvantable. Et nous sommes peut-être trop souvent dans le désir de vouloir savoir si l'engagement que nous portons va porter un fruit et de vouloir évaluer immédiatement et savoir quel va être le résultat. Et c'est là où nous avons peut-être une petite maladie, c'est la maladie de vouloir maîtriser immédiatement. Et là, je pense que ça, c'est une problématique que la Bible nomme très, très rapidement dès les premiers chapitres de la Genèse, ce désir de vouloir maîtriser les savoirs et de savoir si on est au top. La Bible dit vous serez comme des dieux. Mais donc là, il y a une vraie difficulté. Ne nous paralysons pas parce qu'on veut immédiatement savoir si ça sera un bon résultat ou un mauvais résultat. Donc c'est ça l'évaluation. Et nos cathédrales à travers l'Europe disent ça toujours. Non pas, ils ne parlent pas d'évaluation dernière, finale, mais ils parle de jugement, mais c'est absolument la même chose, ce désir de vouloir désigner nous-mêmes l'utilité ou l'inutilité de ce que nous faisons. Il me semble qu'à partir de là, il y a aussi une sortie vers des non-dits qui a été clairement indiquée. Il y a la pauvreté, technologie et écologie font partie des choses qui sont peut-être pas toujours dites de manière suffisante. Et j'ai pensé à un texte biblique un peu particulier, c'est
des parents qui amènent leurs enfants, leurs jeunes enfants, à Jésus. Et les disciples et l'Église disent « Ah bah non, quand même pas, ce n'est pas des questions qui nous concernent là. » Et Jésus dit « Si, pauvreté, technologie et écologie sont des questions jeunes, peut-être, mais qui ont absolument besoin qu'on crée un lien entre cette manière qu'a le Christ de s'inviter dans notre monde et d'inviter les questions à la table du Christ. Les deux me semblent absolument nécessaires et c'est un vrai travail théologique de chercher des résonances. Et la première résonance est celle de la reconnaissance. Devenir davantage eucharistique. Ça, c'est peut-être une manière un peu particulière de s'exprimer, parce que, bien sûr, je ne pense pas à la célébration sacramentelle à laquelle nous sommes habitués à l'intérieur des communautés chrétiennes, mais je pense à cette attitude fondamentale de savoir évaluer et dans les évaluations, ne pas dire c'est bon ou c'est mauvais, mais de savoir dire merci. La reconnaissance comme une modalité d'être au monde qui reconnaît dans ce qui est humble et ce qui est inachevé, pourtant déjà une marque qui nous vient d'un autre et qui nous est possible de nommer, de goûter. Et donc là, je pense plutôt aux générations plus jeunes, leur apprendre à pouvoir goûter à ce qu'ils ont pu faire comme effort, de l'apprécier, de rendre grâce et d'avancer ainsi. Je pense que voilà un certain nombre de choses qui peuvent nous aider pour avancer dans notre réflexion. Peut-être on peut toujours, avec les questions bibliques aussi, cette hospitalité du Christ, elle est double parce qu'il se laisse inviter, il s'invite lui-même. Et donc là, on a des dimensions qui sont peut-être assez importantes pour notre manière de nous engager, parce que c'est ne pas craindre les questions inédites et ne pas craindre d'être dans la modestie de nos engagements. Voilà. Merci Agnès. Pour poursuivre un peu, moi je partirais avec encore un petit mot de Fratelli Tutti. Au tout début de Fratelli Tutti, dans le premier paragraphe, le pape nous invite à écouter Saint François d'Assise. Et il y a cette belle expression que Saint François propose une vie au goût de l'Évangile. Et cette vie au goût de l'Évangile, c'est la fraternité. Un mode de vie au goût de l'Évangile. Peut-être une expression qu'on pourrait garder, parce que la question c'est quel est le mode de vie, quel est en quoi l'Évangile peut nous donner le goût pour l'engagement, quels vont être le type d'attitude qu'on va déployer pour s'engager, pour rentrer dans ce mouvement de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Voilà. Je trouve que l'expression au goût de l'Évangile, voilà, c'est pas à la norme de l'Évangile, c'est pas à l'imposition d'une loi, non, c'est au goût de l'Évangile. Alors, il y a bien sûr cette dimension que Agnès a déjà un peu évoquée, d'hospitalité. Ça a le goût de l'Évangile et ça façonne nos manières de nous engager. On l'a beaucoup entendu cet après-midi, ce qui est de l'ordre de la culture de la rencontre, du dialogue, voilà. Ça nécessite d'entrer dans cette hospitalité qui caractérise profondément l'attitude du Christ, qui est l'hôte aux deux sens français du mot hôte, c'est-à-dire à la fois qui accueille dans ses rencontres, qui accueille la Samaritaine, qui accueille Zachée, et qui en même temps est celui aussi qui est accueilli, quoi. Voilà. Parce que rappelons-nous, et on peut se rappeler avec Matthieu 25, la parabole qu'on a entendue dimanche dernier, dans nos églises, qu'on a entendu dimanche dernier, c'était le dimanche du Christ roi pour nous les catholiques. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et du coup, ça nous fait réaliser voilà, toutes ces choses où peut-être on n'avait pas réalisé que Dieu était présent et pourtant c'est la rencontre du Christ. Donc voilà, cette attitude d'hospitalité, elle va très loin pour nous, les chrétiens. Elle nous rappelle que tout ce qui a été évoqué en termes d'engagement, à la fois le numérique, l'écologie, les plus pauvres, pour nous, l'enjeu, il est bien d'une rencontre du Christ,
d'une communion plus grande avec Dieu et avec nos frères et sœurs humains. Deuxième petit point d'attitude, quelque chose qui a le mode de vie au goût de l'évangile, là, selon cette expression de Fratelli Tutti, et qu'on a beaucoup entendu, c'est de se rappeler que les pauvres, les plus fragiles, les exclus, jouent un rôle particulier. Voilà. Alors, dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église, on parle évidemment de l'option préférentielle pour les pauvres, mais je voudrais ici attirer l'attention. On peut reprendre le numéro 198 de Evangelii Gaudium, qui insiste très fort sur un aspect de l'option préférentielle pour les pauvres. Le pape dit « Je désire une église pauvre pour les pauvres ». Avant, il avait rappelé aussi, avec les mots de Benoît XVI, qui reprennent la deuxième lettre aux Corinthiens, que cette option, elle est christologique parce que c'est Dieu qui a voulu se faire pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, au travers de l'incarnation. Bon, mais... Donc voilà, avoir une attention particulière pour les plus fragiles, les plus pauvres, les exclus, c'est vraiment entrer dans la démarche de Dieu avec son peuple et de Jésus dans ses rencontres. Mais le pape, dans Evangelii Gaudium, souligne aussi que les pauvres ont beaucoup à nous enseigner. Il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux. Voilà. Et donc, voilà, l'enjeu de toutes ces rencontres, l'enjeu que soulignait beaucoup Véronique Fayet de cette participation, que la voix de ceux qui sont plus pauvres, plus fragiles soit entendue, que ça contribue pour constituer la société, eh bien, c'est un enjeu pour nous profondément aussi de foi. Voilà. Et puis, le dernier point que je mentionnerai juste rapidement, mais qui peut aussi éclairer nos manières de participer aux ateliers demain, c'est de se rappeler que pour changer le monde, le chemin aussi qui nous est donné, c'est d'abord celui de la compassion, de se laisser toucher. Voilà, de se laisser toucher, pas simplement au niveau de l'intelligence, mais au niveau du cœur, par les situations, et de pouvoir agir. Voilà. Bonne soirée et puis bons ateliers. Heureux de vous retrouver donc à l'issue de cette première demi-journée de notre 94e rencontre des Semaines sociales de France. Malgré la panne du réseau Orange, la plupart d'entre nous ont pu nous rejoindre et nous nous en réjouissons. Le replay devrait être disponible de toutes les séquences à partir au plus tard de 20h aujourd'hui, ce qui vous permettra notamment pour ceux qui n'auraient pas pu voir l'introduction ou la première partie de l'intervention de Cynthia Fleury de pouvoir y avoir accès. Demain, les ateliers, comme nos amis Grégoire et Agnès l'ont mentionné, nous attendent. C'est un exercice exigeant que nous vous proposons. D'abord parce que nous aurions pu faire une rencontre entière sur chacun des thèmes proposés. Demain, nous aurons à peu près 3h30 de temps utile. Et la deuxième chose, c'est que nous allons vous inviter à échanger sur des propositions, à être tout de suite dans le concret. Le but de ces ateliers ne sera pas d'abord de débattre nécessairement de la situation, même si un certain nombre d'éléments de contexte seront partagés par les intervenants avec vous, mais d'identifier de premiers types d'engagement, de type politique, collectif et individuel. Nous ne prétendrons pas ni à l'exhaustivité, ni à une capacité à épuiser le sujet, ce qui serait impossible. Simplement partager de premiers engagements que nous vous demanderons d'amender, corriger, compléter pour nourrir notre manifeste. Et tout ce travail se fera en petits groupes. Vous retrouverez donc le replay comme je vous l'ai indiqué, les liens donc, pour vos ateliers sur l'onglet samedi. Vous pouvez retrouver la librairie, les stands de nos partenaires, l'annuaire des participants qui vous permet de renouer des contacts. Si vous deviez nous quitter ce soir, du moins ne plus nous rejoindre en direct, vous pourrez avoir accès au replay à l'issue de chaque demi-journée, y compris concernant les parties plénières des ateliers. Si vous ne nous reveniez pas tout de suite, n'oubliez pas de remplir le questionnaire d'évaluation, de commander les actes si vous ne l'avez pas encore fait, d'adhérer à l'association et éventuellement de faire un don. Nous souhaitons ordinairement que les frais d'inscription à nos rencontres puissent être accessibles pour tous.
En réalité, le coût individuel de cette rencontre, par exemple, est à peu près 2 à 3 fois supérieur au prix unitaire qui a demandé à chacun. Je vous souhaite une excellente soirée, de très bons ateliers demain matin et j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche à la première heure pour attaquer notre 3e journée de cette 94e rencontre des Semaines sociales de France. À bientôt.